Chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois encore pour notre entretien Focus Santé. Aujourd'hui, Focus Santé s'intéresse au dysfonctionnement sexuel masculin. Quel impact ceci pourrait avoir sur la vie de couple? Les dysfonctions sexuelles, elles peuvent survenir de manière courante chez l'homme pour diverses raisons en fonction de l'âge ou de la situation du couple, par exemple. Elles peuvent nuire, voire empêcher tout acte sexuel. Bien que des solutions existent dans la plupart des cas, le sujet est souvent tabou au sein du couple et peut affecter durablement les relations entre les partenaires au-delà du domaine sexuel. Chers amis Focus Santé, installez-vous confortablement car vous allez déguster avec nous le menu du jour. Les dysfonctionnements sexuels masculins, c'est ce dont nous nous intéressons aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons dans nos locaux le docteur Michael Agonkwe. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors docteur, les dysfonctionnements sexuels masculins, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, on appelle pas dysfonctionnement ou dysfonctionnement sexuel masculin. C'est un ensemble de troubles que l'homme, le sexe masculin, peut présenter et qui aura un impact certain sur sa sexualité et par conséquent sur sa vie de couple. Cela veut dire qu'il existe un ensemble de troubles qu'il peut présenter et qui permettront pas à ce qu'il puisse vivre une vie de sexualité normale. Quand nous rentrons dans le développement, nous verrons les différents types de troubles sexuels et vous comprendrez. Alors, en parlant de différents types de troubles sexuels, est-ce que vous pouvez nous citer quelques différents types? Oui, avant d'aller à ces différents types, il faut comprendre un peu comment fonctionne la sexualité en général chez l'homme. C'est très capital. Et il faut dire que cette sexualité répond à des normes, répond à des étapes. On va en citer quelques 5 essentiellement. Nous avons la phase du désir, c'est-à-dire vous désirez votre partenaire, en l'occurrence l'homme désire sa partenaire, et il existe un ensemble de mécanismes qui sont activés pour cela. Soit c'est les sens qui sont invités dans la danse pour que le désir soit présent. Je dis les sens, c'est vous voyez votre partenaire vous plaît, vous entendez sa voix, son parfum, vous voyez son corps, elle vous plaît et le désir naît. Même le sourire. Même le sourire. Donc, un ensemble de choses qui peut enclencher ce désir, même de très loin. Quelqu'un peut être au boulot et désirer sa femme ou bien sa partenaire de loin. Même un appel. Malgré qu'ils ne sont pas dans la même pièce. Dans la même pièce, ça peut. Et c'est pour cela que nous parlons de la phase de préparation. Donc, c'est le désir. Et ce désir peut être régi par des phénomènes hormonaux, un ensemble d'hormones ou d'autres phénomènes, comme je l'ai eu à le dire, le sens, tout. Et à part cette phase de désir, et qui peut comporter des troubles, les troubles du désir, nous allons y revenir, il y a la phase de l'excitation. L'excitation, c'est quand les deux sont ensemble et que l'excitation naît. Quand on parle d'excitation, chez l'homme, c'est l'érection. Ça a rapport avec l'érection. Donc le désir, la préparation va amener à l'érection. Cette phase aussi a ses troubles, notamment les troubles érectiles dont nous allons parler dans un autre contexte. Et ça, l'excitation entraîne l'érection chez l'homme et entraîne une lubrification importante chez la femme et une érection du clitoris. D'accord. Oui. À part cette phase, nous avons la phase de plateau. Et cela fait appel à l'acte sexuel proprement dit. Ah, ok, c'est ça, vous appelez la phase du plateau. Oui, la phase plateau, la phase du plateau, l'acte sexuel proprement dit, où l'excitation peut aller à son summum. Et suite à cela, nous pouvons avoir l'orgasme. L'orgasme est
concomitante avec l'éjaculation chez l'homme. Mais il faut remarquer qu'il peut y avoir orgasme sans éjaculation. Donc, des troubles peuvent aussi en survenir. Et après cela, nous avons la phase de repos et la phase de résolution, ou la phase de résolution. Voilà en quelque sorte comment est organisé l'acte sexuel ou le phénomène sexuel normal. Les types découlent de ces phases. Nous avons dit le désir, l'excitation, nous avons dit l'orgasme, oui, et nous avons dit le repos. Essentiellement, par rapport à la phase de désir, nous avons les troubles de la libido. On peut avoir un désir exagéré, d'accord? Et ce qu'on a fréquemment, c'est des désirs qui sont en baisse. Donc, une baisse de libido qui fera que le partenaire homme ne pourra pas désirer sa partenaire comme il le faut. Il y a des couples dans lesquels nous pouvons avoir des rapports sexuels très espacés et souvent c'est pas partagé parce que l'envie de l'autre n'est pas au même niveau que celle de l'autre partenaire. Donc du coup ça pose de réels problèmes. Donc la baisse de la libido constitue un problème capital dans le couple ou bien dans la vie du couple. J'ai déjà parlé de l'exagération du désir. Il y a certaines personnes qui ont d'envie plus fréquente, d'avoir des rapports sexuels plusieurs fois dans une même journée. Et ce n'est pas une maladie par hasard? Le fait d'avoir un désir... Oui, à un moment où on dépasse une certaine norme, on considère ça comme un trouble qu'il faut prendre en charge. D'accord. Donc, si je quitte le désir, nous avons la phase d'excitation ou l'érection qui est marquée par l'érection chez l'homme. Et cette érection peut manquer, d'accord. L'individu peut avoir une érection qui est faible, d'accord, une absence totale d'érection, d'accord, ou une érection que l'individu a ou bien l'homme a et qui ne permet pas de faire un rapport sexuel. Nous allons développer le trouble érectile de long en large dans l'émission qui va certainement suivre. Oui. Et vous comprendrez parce que c'est le trouble que nous rencontrons le plus souvent et le plus étudié. D'accord. D'accord. Donc, manque d'érection, absence d'érection. Il y a des sujets qui n'ont pas d'érection depuis leur jeune âge, n'ont jamais connu d'érection. Donc, ce n'est pas normal. De manière primitive, c'est qu'ils n'ont pas l'érection. Nous, on sait comment rechercher les causes et comment gérer. Alors, oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer tous ces dysfonctionnements que vous venez de citer? Oui, chaque dysfonction ou dysfonctionnement a sa cause. Mais ce qui ressort de l'ensemble, il y a des effets psychogènes, d'accord? Et la psychologie a une part importante. Soit elle est au devant, entraînant ces troubles, ou elle aggrave ces troubles. À part ça, il existe des organicités, c'est-à-dire des maladies liées à certains organes et des troubles liés à certains organes qui sont à la base de ces dysfonctions sexuelles. C'est ce que je peux dire. Dès qu'on va rentrer dans le détail, ici, je prends l'exemple de troubles de l'érection, il y a des maladies neurologiques, des maladies vasculaires, comme l'AVC, qui ont un rapport direct avec ce phénomène. Oui, il y a l'âge qui peut expliquer certains troubles comme la dysfonction érectile. Quand l'âge évolue, la capacité de répondre sur le plan sexuel diminue. Chez l'homme. Et quand l'âge évolue, même si on dit que l'homme est fertile de manière indéfinie, ce qui n'est pas obligatoirement vrai, la sécrétion hormonale, ce qui assure la virilité, peut baisser. On parle d'andropause. Donc chez la femme, on parle de ménopause et chez l'homme... La diminution de l'hormone qui sert à la virilité diminuée, on parle d'andropause. Voilà, donc ça peut faire baisser la virilité et entraîner beaucoup de troubles comme les troubles de la libido, les troubles de l'érection
et voilà. Et tout ce qui va avec. Alors, existe-t-il des médicaments qui pourraient occasionner ces dysfonctionnements? Voilà, et beaucoup de personnes viennent à nous désirant des médicaments pour régler le problème. J'ai dit tout à l'heure que dans la majorité des cas, ça peut être sexuel et ça peut être psychologique. Et il faut chercher les moyens, notamment une gestion sur le plan psychologique, une prise en charge purement psychologique pour régler le problème une fois de bon. Sinon, il existe des médicaments pour des troubles que nous avons cités. On n'a pas fini de les citer d'ailleurs. Donc, il existe des médicaments et une prise en charge adéquate. L'essentiel, c'est de ne pas être calqué sur les médicaments. Parce que les médicaments règlent de manière ponctuelle les troubles. Et nous, on les utilise souvent quand le problème est criard ou bien important et empêche même qu'on règle le problème sur le plan psychologique. On peut redonner confiance à la personne en mettant ces médicaments, mais on sait que le traitement de fond est purement psychologique ou bien qu'il faut un soutien psychologique accompagnant des médicaments pour une bonne prise en charge. Alors, docteur, derrière ces troubles, est-ce qu'il y a des facteurs physiologiques ou même psychologiques qui pourraient avoir un lien direct avec ces différents dysfonctionnements? Oui, le premier facteur qu'on peut incriminer, c'est le stress. Et le stress à tous les niveaux, le stress qu'on soit au travail, le stress dans le couple, le stress social, peut avoir un impact important sur la vie sexuelle. Et nous avons beaucoup de personnes qui viennent à nous et qui, par exemple, leur sexualité est normale quand ils vont au dehors. Si c'est un homme, ils vont au dehors. Et que... je ne sais pas, je n'ai pas compris. La sexualité est normale quand l'intéressé va dehors. Quand l'intéressé va chercher ailleurs. Quand il va chercher ailleurs. Mais quand il est à la maison avec sa partenaire. Oui, la sexualité devient un problème. Ben là, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Donc, normalement, ça devait être l'inverse. Pas obligatoirement. Ça dépend de l'aisance que cette personne connaît ailleurs et les problèmes qu'il doit vivre à l'intérieur. Donc, les conflits... Là, cette partenaire qui se retrouve dans une situation du genre, il lui faut reprendre les choses autrement. Ah oui, réellement, sinon, c'est beaucoup de fois à la base des cassures, des divorces et des problèmes importants dans des couples. Donc, j'ai dit le stress, les conflits conjugaux, les conflits sur le plan professionnel. Et il existe des maladies, quand nous prenons par exemple la dysfonction érectile, il existe des maladies neurologiques sur le plan central, d'accord, c'est-à-dire le cerveau, les AVC, l'hypertension, le diabète et beaucoup de choses qui peuvent être à la base de ces problèmes. Également? Oui, la maladie prostatique en soi n'entraîne pas des problèmes sexuels. D'accord. Mais tant que l'homme a un problème qui a rapport avec ses organes génitaux, la psychologie l'amène à reléguer au second plan tout ce qui est bien-être. Et le sexe, c'est le bien-être. Et il existe, par exemple, si je prends le cancer de la prostate, dans l'évolution, la maladie peut toucher la bande qui régit l'érection et l'érection peut être entravée. Docteur, voilà. Lorsque vous dites que le sexe, c'est le bien-être, est-ce que vous voulez dire par là que c'est important d'avoir de passer à l'acte sexuel régulièrement? Oui, le sexe au début, c'était juste prévu, je dirais pas, je ne pense pas que Dieu ait prévu ça juste pour la procréation. Pour faire des enfants? Oui, mais à l'évolution, quand nous voyons l'évolution des choses, le sexe fait partie et est déterminé actuellement par l'OMS comme un facteur de bien-être qui concourt au bien-être psychologique, au bien-être de l'organisme. Mais là, vous êtes en train d'encourager certains téléspectateurs. Et qui impacte positivement si on le fait sur la société, sur le travail, sur le rendement. Donc, et si le couple se porte bien, c'est la société, c'est la communauté qui se porte bien. Alors, quels sont les symptômes apparents qui peuvent amener un homme à faire recours à un spécialiste? Oui, l'homme sait généralement quand le problème se pose.
Oui, expliquez-nous. Moi, je voudrais bien savoir. Ça va peut-être aider, pas peut-être, ça va aider ces femmes qui ont des enfants garçons, parce que il y a certains, c'est dès le bas âge déjà qu'il y a de petits problèmes. Donc, avec vos explications, ça va beaucoup aider ces moments-là. Oui, déjà, quand nous voyons un peu des garçons qui ont des testicules qui ne sont pas descendus, on l'évoque tout le temps sur les plateaux de télévision ou quand on nous invite. Il est important que tous ceux qui ont des enfants garçons vérifient si les deux testicules sont dans la bourse, sont identifiables dans la bourse ou dans le scrotum, puisque c'est les testicules qui sont à la base de la sécrétion de l'hormone qui assure la virilité. On appelle la testostérone. Donc, si ces testicules ne sont pas présents dans la bourse, la sécrétion est entravée et peut exposer ce garçon plus tard à une altération de sa vie sexuelle ainsi que de sa vie de reproduction. Peut l'exposer même à des pathologies tumorales. Donc, il est important de vérifier si les testicules sont en place. Si ils ne sont pas en place, il faut les descendre. Les chirurgiens savent le faire. Et il faut une opération pour ça, c'est ça? Oui. Une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale. Et chez l'homme qui est âgé et qui présente ces troubles, quand la forme baisse, l'homme sait et la femme sait aussi. Parce que le rendement, l'appréciation viendra de la femme. N'est plus le même. Oui. Et les exigences actuelles en matière de sexualité ne sont plus les mêmes qu'au temps de nos parents, obligatoirement. Et les choses ont tellement évolué que la satisfaction devait être partagée. Quand je prends par exemple l'éjaculation précoce, c'est généralement les femmes qui amènent les hommes à consulter. Je vous l'ai dit, ce qui entrave la sexualité dans le couple, c'est quand on tombe dans la routine et des problèmes. Il faut innover. Voilà. Donc, les signes sont évidents chez l'homme. Quand j'ai un manque de désir ou une baisse de la libido, je sais que l'envie a diminué, a baissé. Et le médecin est capable de chercher les causes, d'identifier et de prendre en charge comme il le faut. Quand je prends les troubles de l'excitation, il y a des pathologies que j'ai citées, et que je vais citer dans l'émission peut-être qui va venir, et qui amène à détecter ce qui est à la base de ces troubles de l'excitation. Si je ne suis plus excitée quand je vois mon partenaire, est-ce que le manque d'amour n'expliquerait pas cela? Je ne sais pas. Peut-être au début je t'aimais, mais à un moment donné je remarque que les sentiments ne sont plus les mêmes. Si je te vois, je n'aurai plus d'excitation. Si, c'est bien possible. C'est pourquoi le médecin est là pour identifier la cause. Et quand c'est ça, qu'est-ce que vous faites? Oui, il y a des thérapies de couple qu'on fait pour les amener à régler leurs problèmes. Il y a des gens chez qui on n'arrive pas à régler. Et ce n'est pas l'urologue seul qui gère les patients, ce n'est pas le médecin, un médecin généraliste ou bien un médecin qui qu'il soit seul qui va gérer. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire associée à une prise en charge notamment psychologique. Voilà. Alors, les impacts, quels sont les impacts que ces différents mots peuvent avoir sur la vie en couple? Oui, le premier impact, c'est les troubles sexuels ne permettront pas de perpétuer la race humaine. D'accord? Si j'ai manque de désir, j'ai une baisse de la libido, je n'irai pas faire les rapports sexuels, donc je n'aurai pas espéré une reproduction quelconque. La deuxième chose, quand l'homme a une baisse de la libido, par exemple, alors que la femme en a envie, ça a un impact sérieux sur la vie de couple. Et cela peut ne pas ça peut entraîner la cassure de ce couple-là. Oui, cela peut ne pas se voir dans notre environnement africain, mais c'est réel, il y a des couples qui se disloquent à cause de problèmes purement sexuels.
Lorsque ce genre de problème intervient au cours de notre vie de couple, qu'est-ce que la femme doit faire en principe pour essayer d'accompagner ou bien son homme durant cette période-là? Oui, il est important parce que la femme a un rôle important à jouer dans la prise en charge. Si je prends par exemple l'éjaculation précoce, oui. L'homme rentre dans un cercle vicieux, d'accord, qui fait que il ne peut pas s'en sortir sans l'aide de la femme, sans la compréhension. Le préjugé, la peur d'aller et d'éjaculer précocement fait que la profondeur du mal augmente, le mal s'empire et l'homme risque de ne plus s'en sortir si le problème n'est pas réglé. Et le soutien de la femme, puisque le résultat, c'est elle qui apprécie, c'est elle souvent qui amène, on en reçoit beaucoup d'hommes qui peuvent consulter sans que leur femme le sache, mais dans la plupart des cas, quand ça devient un problème, c'est la femme qui oblige l'homme à se faire consulter pour voir d'où vient le problème. Et dans le contexte de dysfonction érectile, de faiblesse sexuelle, on a souvent des femmes qui amènent leurs hommes à consulter, puisque l'envie étant là et qu'elle ne veut pas aller voir ailleurs, elle oblige l'homme à aller consulter. Et on était en train de parler de l'aide de la femme. Il ne faut pas qu'elle ait une posture d'accusation. D'accord, il y en a beaucoup qui pensent tu te fatigues au dehors et c'est quand tu viens à la maison tu es inefficace. C'est pas obligatoirement cela. Les problèmes aussi qui naissent, les charges de la maison peuvent constituer des sources des sources psychogènes pour la survenue des problèmes sexuels. Donc l'ensemble des problèmes réglés permettra au couple, l'ensemble des deux, d'avoir une vie sexuelle beaucoup plus saine et épanouie. Voilà, oui. D'accord. Docteur, au-delà de tout ceci, existe-t-il une prise en charge au Bénin? Si, il existe. Moi, je suis spécialiste urologue, andrologue, dont on reçoit des hommes. Il existe des sexologues purs dans le pays qui prennent en charge. Il existe des psychologues. Donc, ensemble, nous prenons en charge les gens comme il le faut. Et on les exhorte à la patience, on les exhorte à considérer que le résultat peut survenir dans un délai plus ou moins long, mais à la fin, on a le résultat qu'il faut, si les gens sont patients. La manière dont les troubles s'installent, et ils ne régressent pas de cette même manière. D'accord. Le traitement peut durer à peu près combien de temps? Non, ça dépend de chaque maladie et maladie. Depuis quand le patient présente son trouble. D'accord. Voilà. Est-ce que le fait de poser tardivement le diagnostic pourrait entraîner des conséquences sur l'homme, voire une stérilité? Pas une stérilité. Si le trouble est installé il y a longtemps et que le problème posé ne permet pas de régler le problème et de régler le trouble sexuel installé, ça peut, si je prends l'exemple de la libido qui est diminuée, cet individu n'aura pas une vie de reproduction, n'aura pas de progéniture. Donc, l'un dans l'autre, il faut que les troubles, quand ils sont constatés, qu'on fasse appel à un médecin, qu'on aille consulter le plus tôt possible pour régler, puisque dans le temps, cela peut, le temps qu'il faut pour régler un problème qui s'est installé depuis longtemps n'est pas le même temps que si quand on constate au début et qu'on qu'on a recours à des soins spécialisés pour s'en sortir. Docteur. Par exemple, nous avons des dysfonctions sexuelles qui sont transitoires. Et si nous prenons la définition, par exemple, de la dysfonction érectile, elle devient un problème réel quand ça s'installe sur une durée de 3 mois et ça ne régresse pas. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus exposée à la consommation de ce qu'on appelle la chicha.
le tabac, l'alcool et autres, est-ce que cela pourrait créer de dysfonctions sexuelles à long terme ou même à court terme? Même pas à long terme. J'ai pas eu le temps d'exposer tout ce qui peut être à la base. Et ça fait partie des causes exogènes. La consommation de tabac, de l'alcool, de toutes sortes de drogues et aussi de tout. Il y a des médicaments qu'on peut donner qui peuvent être à la base de troubles sexuels. Mais les trois premiers que j'ai cités, le tabac, l'alcool et les stupéfiants, sont à la base, surtout chez les jeunes, de problèmes sexuels importants. Donc, on exhorte les jeunes à ne pas s'adonner à ces choses qui altèrent. Pour préserver quand même leur santé. Oui, pour préserver d'abord leur santé, parce que l'alcool n'agit pas seulement sur la sexualité, il agit à beaucoup de niveaux dans l'organisme. Et quant à la sexualité, c'est que si on évite ces choses, on peut bien avoir une bonne sexualité pendant longtemps. Nous avons des patients qui viennent à nous pour d'autres problèmes, peut-être à 80 ans, un peu plus, qui ont une bonne sexualité, c'est-à-dire ils ont mené une bonne vie. Jusqu'à 80 ans? Oui, il y en a qui viennent à nous pour d'autres problèmes et on constate qu'ils ont une bonne sexualité. C'est bien possible. D'accord, docteur. Avant de passer à la dernière phase de cet entretien, moi j'ai une question à vous poser. Je suppose celui qui est peut-être tensionnaire, comme on a l'habitude de le dire, et qui prend par exemple des médicaments pour la tension. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui souffrent de l'hypertension et autres. Est-ce que déjà, je suppose un jeune de 20 ans, est-ce qu'à partir de 30 ans, 40 ans, cela pourrait avoir de répercussions sur sa santé? Oui, les pathologies cardiaques ont une répercussion sur la sexualité, notamment les pathologies coronariennes. Ces derniers temps, ça a été étudié chez les sujets notamment de plus de 65 ans. On voit que la dysfonction érectile peut être un marqueur de survenue de maladies cardiaques ou coronariennes plus tard. Et c'est bien expliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Et s'agissant de l'hypertension, les conséquences de l'hypertension, un AVC, d'accord, qui brûle un nombre important de neurones, d'accord, peut empêcher la commande centrale et à ce qu'une bonne sexualité puisse avoir lieu. Le traitement même de l'hypertension, d'accord, parfois peut altérer la sexualité et dans ce contexte, on était agi plutôt avec les médecins cardiologues pour voir le bon milieu pour la prise en charge. Il existe beaucoup de pathologies qui ont un impact important sur la vie sexuelle de l'individu, notamment sur le plan cardiovasculaire. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Chers amis téléspectateurs, nous allons passer à la dernière phase de notre entretien. Docteur, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent en guise de conclusion, bien sûr? D'accord, oui. J'ai déjà dit par rapport aux enfants garçons qui sont nés, il faut les suivre. Déjà à l'âge scolaire, il faut vérifier aux premiers examens médicaux d'entrer dans les écoles primaires ou maternelles si les testicules sont présents, si le développement est normal, si à l'adolescence il n'y a pas une déformation de la charpente corporelle qui peut expliquer qu'on puisse détecter d'autres anomalies, des anomalies chromosomiques, des anomalies liées qui peuvent à la longue entraîner des problèmes, notamment sur le plan sexuel. Et quand à ceux qui ont eu la chance d'évoluer, d'avoir une vie de couple, il ne faut pas laisser les problèmes s'installer dans la durée. Essentiellement, quand cela se constate, il faut avoir recours à un praticien averti. Il faut en parler. Il faut en parler, puisqu'il y a la routine, mais il y a le tabou
qui constituent les deux facteurs importants qui impactent négativement sur la vie de couple, la vie sexuelle de l'homme, par conséquent sur la vie de couple. D'accord. Oui. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin, urologue, andrologue. Oui. C'est bien ça? C'est bien cela. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, les dysfonctionnements sexuels masculins ne constituent pas un frein à une meilleure vie de couple. Ils peuvent être traités comme toute autre maladie. Il suffit de se faire consulter par un spécialiste, suivre les traitements et être patient pour un meilleur résultat. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain.